Ce qui est intéressant chez Arendt, c'est sa conception du pouvoir. Elle estime que le pouvoir naît de l'action politique, de l'action collective, qui ne peut pas être aux mains de l'individu. À mon avis, Hannah Arendt a remarquablement défini la nature de certains régimes apparemment puissants, comme celui qui s'est développé dans notre pays avant la Révolution. Dans un endroit comme celui-ci, on pense forcément à la fameuse phrase d'Hannah Arendt sur la banalité du mal. Jusqu'où peut aller l'institutionnalisation du mal qu'on observe ici? À quel moment la méchanceté devient-elle banale? Quand cesse-t-elle de poser problème? Au fil des ans, Hannah Arendt a pris une place de plus en plus importante pour moi. Elle est devenue une compagne de route intellectuelle qui m'aide à comprendre certaines idées. Mon métier, si l'on peut dire, c'est la théorie politique. Je veux comprendre. Et quand d'autres gens comprennent comme moi j'ai compris, c'est pour moi une grande satisfaction. Je me sens comme en famille. Les gens parlaient de son amour pour le monde. C'était un sentiment très concret. Elle aimait la différence dans le monde, c'est-à-dire le pluralisme. C'est d'ailleurs un autre fondement de la pensée de Arendt, la différence, la diversité. Elle croyait en l'unicité de l'individu. À ses yeux, chaque être humain était un être à part. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais elle, en tout cas, était unique. À l'automne, votre livre sur le procès d'Eichmann à Jérusalem a été publié en Allemagne de l'Ouest. Depuis sa parution aux États-Unis, il suscite de très vifs débats. Certains commentateurs, juifs en particulier, vous reprochent le ton d'une partie de l'ouvrage. Si on juge qu'il faut absolument verser dans le pathos pour écrire sur ces questions, ou alors... Je vais dire ça autrement. Je ne veux pas être agressive. Vous vous sentez agressive? Mais non. Voyez-vous, il y a des gens qui m'en veulent. Et je peux le comprendre dans une certaine mesure. Parce que j'arrive encore à rire. J'étais convaincue qu'Eichmann était un bouffon. J'ai lu son interrogatoire de police, les 3600 pages. Je l'ai étudié de très près et j'ai ri aux éclats je ne sais combien de fois. Eichmann était très intelligent, mais il avait une forme de bêtise. Et c'est cette bêtise qui paraît scandaleuse. Voilà ce que je voulais dire quand j'ai parlé de banalité. Il n'y a aucune profondeur, rien de démoniaque. Simplement le refus complet de se mettre à la place des autres. Je n'ai jamais voulu dire qu'un Eichmann sommeillait en chacun d'entre nous, ou je ne sais quelle autre bêtise. Non, rien de tel. Trotz allem weiß ich natürlich, dass ich meine Hände nicht in Unschuld waschen kann. Weil die Tatsache, dass ich ein absoluter Befehlsempfänger war, heute sicherlich nichts mehr bedeutet. Obgleich an meinen Händen kein Blut klebt, werde ich sicherlich der Beihilfe zum Mord schuldig gesprochen werden. Aber wie dem auch sei, ich bin innerlich bereit... Le mal est un phénomène de surface. Nous résistons au mal en refusant de nous laisser submerger par la surface des choses.
en nous arrêtant et en réfléchissant. C'est-à-dire en dépassant l'horizon du quotidien. Plus une personne est superficielle, plus elle est susceptible de céder au mal. C'est la banalité du mal. Un indice de cette superficialité est l'usage des clichés. Et Dieu sait qu'Eichmann en était le parfait exemple. Aber wie dem auch sei, ich bin innerlich bereit, auch persönlich für das furchtbare Geschehen zu sühnen. Und ich weiß, dass mir die Todesstrafe bevorsteht. Ich bitte auch gar nicht um Gnade, denn es steht mir nicht zu. Ja, wenn es einen größeren Akt der Sühneleistung bedeutet, bin ich bereit, als abschreckendes Beispiel für alle die letzten Vorkommnisse bekundeten Antisemiten der Länder dieser Erde, mich selbst öffentlich zu erhängen. Je ne pense pas que la notion de banalité du mal se limite à quelques officiers durant la Seconde Guerre mondiale. C'est une dimension qui nous est inhérente et qui est très présente dans la société contemporaine. À un moment donné, les manifestations et les insurrections initiales ont pris forme pour déboucher sur une sorte d'état révolutionnaire. C'est là que les gens sont entrés dans une phase de réflexion active et ont commencé à prendre leur destin en main. Ça a mis un terme à cette absence de pensée inévitable qui nous entoure le reste du temps. C'est la fin de l'apathie et de l'inaction, mais aussi de la peur. Pendant un moment, cette absence de pensée, à laquelle je crois Hannah Arendt faisait référence, s'est trouvée suspendue. J'étais dépassée. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais dans le même temps, je souhaitais très fort et j'espérais que notre mouvement allait bouleverser le statu quo. Et je faisais tout pour. Quand j'ai lu Hannah Arendt pour la première fois, je crois que je cernais mal ce que cela voulait dire physiquement, d'être un citoyen, un sujet politique. Mais ça a marqué pour moi le début de quelque chose qui s'est développé avec le temps. Quelques années plus tard, vers 2010 et au début des soulèvements de 2011 en Égypte, cette lecture a soudain pris tout son sens. À cette époque, j'enchaînais les nuits blanches et je me sentais désorientée. J'essayais de comprendre ce qui se passait. C'était bizarre. Et j'ai soudain ressenti le besoin de relire Arendt. Ça n'a aucun sens d'ouvrir un livre à 3 heures du matin alors qu'un pays sombre dans le chaos. C'est même un peu cliché. Mais ça m'a aidé à construire ma réflexion sur les événements. Cela m'a paru une évidence de rejoindre les manifestations. Auparavant, je n'avais jamais appartenu à un mouvement ou à un parti. Idéologiquement, je ne me reconnaissais dans aucun d'entre eux. Mais de fait, j'ai participé aux manifestations d'opposition.
Pendant ces 18 jours, certains manifestants ont été arrêtés et torturés, notamment des militants connus. Je ne sais pas si notre printemps a été court. Si l'on tient compte des aspirations plutôt que des résultats politiques, on ne peut pas dire que ce printemps ait été de courte durée. Dans la population, cette aspiration demeure. La barre est même placée très haut. Johanna Arendt est née le 14 octobre 1906 à 21h15. C'était un dimanche. L'accouchement a duré 22 heures et s'est déroulé normalement. L'enfant pesait 3,695 kg. Elle a des yeux bleu-gris, de grandes oreilles, un nez assez large et une toute petite bouche. Son teint est terne. Dès que le temps se lève, la petite est dehors. Elle y passe jusqu'à 3h30 par jour quand il fait chaud. Joyeuse et vivante, elle gazouille avec conviction quelque chose d'incompréhensible. Elle dit clairement et à propos « papa »,« tati » ou encore « merci » quand on lui donne quelque chose. À la question « comment tu t'appelles ?», elle répond « Aya Arendt ». En octobre, elle a eu 4 ans. C'est déjà une enfant robuste, de la taille d'une petite écolière. Elle chante avec passion, complètement faux. Je n'ai décelé chez elle ni don artistique ni habileté manuelle. Mais elle présente une vraie précocité intellectuelle et peut-être quelques prédispositions. En tout cas, elle manifeste un très vif intérêt pour les lettres et les livres. D'après vos souvenirs, qu'est-ce que cela signifiait pour une enfant d'être à l'époque en Allemagne issue d'une famille juive? Pour commencer, ce n'est pas à la maison que j'ai appris que j'étais juive. Ma mère était complètement religieuse. Votre père était mort prématurément. Oui, et ma mère ne se préoccupait aucunement de religion. Bien sûr, elle était juive. Elle ne m'aurait jamais fait baptiser. Et elle m'aurait sans doute giflé sur les 2 joues si d'aventure j'avais nié ma judéité et qu'elle en avait eu vent. Il n'était absolument pas question de cela. J'avais par exemple des consignes dans le cas où un enseignant émettrait une remarque antisémite. En général, elle ne m'était pas adressée, mais concernait d'autres élèves juifs, d'Europe centrale notamment. Je devais immédiatement me lever, quitter la classe et rentrer à la maison pour faire un compte-rendu détaillé de l'incident. Ma mère envoyait alors une de ses nombreuses lettres recommandées, et pour moi, l'incident était clos. J'avais droit à une journée sans école. J'étais donc ravie. Grâce à ces consignes, je pouvais ainsi conserver toute ma dignité. Et je me sentais complètement protégée à la maison. Avant de prendre le pouvoir pour établir un monde conforme à leur doctrine, les mouvements totalitaires suscitent un monde mensonger et cohérent qui, mieux que la réalité elle-même, satisfait les besoins de l'esprit humain. Ce que les masses refusent de reconnaître, c'est le caractère fortuit dans lequel baigne la réalité.
Elles sont prédisposées à toutes les idéologies parce que celles-ci expliquent les faits comme étant de simples exemples de lois et éliminent les coïncidences en inventant un pouvoir suprême et universel qui est censé être à l'origine de tous les accidents. La propagande totalitaire fleurit dans cette fuite de la réalité vers la fiction, de la coïncidence vers la cohérence. L'idéologie crée le mal en lui-même, comme le stalinisme ou l'hitlérisme, ou encore le régime de Pol Pot au Cambodge. À chaque fois, il s'agit d'une idéologie qui conduit certaines personnes à revendiquer le monopole de la vérité. Elle vise à anéantir les modes de pensée, la réflexion et le jugement, et à empêcher l'humain de s'exprimer et d'agir. Le problème ici, c'est qu'il est difficile de prendre l'autre en considération, de remettre en cause les convictions qu'on a, de questionner ce qu'on a appris sur lui, de changer de vision des choses. On vit dans un pays démocratique, mais cette démocratie cache un fond de totalitarisme, comme un cancer. C'est une tumeur totalitaire qui n'affecte qu'une partie de la population, celle qui n'a pas choisi ce gouvernement et qui ne peut pas s'en défaire. Ici, plus de 85% de la population palestinienne est privée de nationalité. Qu'est-ce qu'on fait de ce peuple? Vous savez, il y a plus de 4 millions de Palestiniens qui vivent entre Gaza et la Cisjordanie. Quelle est notre responsabilité face à ces millions de personnes? Il faut bien le dire, on ne s'est pas installé en Antarctique. On s'est installé dans un endroit déjà habité, avec sa population et avec son histoire. C'est une des dizaines de sources de la région qui appartenaient à des Palestiniens, qui étaient exploités par des Palestiniens et où des colons se sont installés ces 10 dernières années. Et ils empêchent les Palestiniens d'accéder à cet endroit parce qu'il est rattaché à la colonie. Tout ce qui se passe ici, ça devrait être illégal, mais la loi ferme les yeux. Ou alors elle s'adapte, elle fait du sur-mesure. On s'arrange pour rendre ça normal, alors que ce n'est ni légal, ni normal. Tu fais le ménage? Quoi? Tu fais le ménage? Oui, et la vaisselle. T'as pique-niqué? D'où tu viens? De Nevetsouf? Oui. C'est toute une idéologie. On ne va pas construire par ici, ça ne fait pas partie du cordon de sécurité qui entoure les colonies. Mais c'est l'expression d'une idéologie qui consiste à dire que c'est notre droit d'être là. Là et partout ailleurs. Notre droit et rien d'autre. Notre droit collectif à avoir l'exclusivité sur ce pays. Et quand ce droit est confronté à celui des autres, c'est clair qu'il faut regarder qui était là en premier. Tu considères que c'est chez toi ici? J'habite ici, je vis ici, on est en pleine nature, je me balade. Oui, c'est chez moi. Il n'y avait rien avant. Il y a 15 ans, il n'y avait que de l'herbe qui faisait presque 1 mètre de haut. Ici, sur ce plateau, en dessous et jusqu'à la barrière, tu vois?
Non, il y avait des champs cultivés. Des champs ici, sur ce plateau? C'est pas vrai, il n'y avait aucun champ. C'est comme quand la Palestinienne, Madame Amimi, prend son air de martyr et raconte qu'elle venait ici tous les vendredis avec ses enfants pour jouer et se baigner. Qu'elle aille raconter ses salades à ceux qui y croient. Ce bassin n'existait pas. C'est nous qui l'avons construit. Il y en a marre d'entendre tout le temps ces mensonges, parce qu'à force de raconter des mensonges, ils finissent par y croire. Tu t'appelles Amit, c'est ça? Ouais. Tu veux voir quelque chose? C'est là, selon toi, qu'il n'y avait pas de champ? Tu as dit qu'il n'y avait jamais eu de champ ici. Mais il y avait bien des champs. J'ai pas dit jamais. Si, c'est ce que tu as dit. J'ai dit que ces dernières années... Non, tu as bien dit jamais, mais tu as le droit de te corriger. Ok, je reviens sur ce que j'ai dit. Si on me pose la question, je dirais que ça a bien l'air cultivé. En effet, c'est cultivé. Tu vois cette parcelle, celle qui est délimitée, tu la vois? C'est la parcelle où nous nous trouvons maintenant. Et c'est une parcelle cultivée, c'est sûr, ça se voit, elle est cultivée. Mais lorsqu'on défend une idéologie, les faits ne comptent plus. On les déforme pour leur faire dire ce qu'on veut. C'est pas tout à fait ça. Moi aussi, je peux aller demander à... Allez, Amit, tu as dit que si je te montrais que cet endroit était cultivé, tu en tirerais les conclusions. Je t'ai montré que l'endroit était cultivé. On voit pas la même chose. D'accord. C'était juste un petit exercice de psychologie pour te montrer à quel point les faits ne comptent plus dans ce genre de situation, quand l'idéologie, l'intérêt personnel et l'appartenance sociale dominent et quand la pression sociale est déterminante. Dans ces moments-là, on passe à l'étape suivante. On se met sur la défensive, comme tu viens de nous le démontrer en direct. Peut-être que cette conversation va te faire prendre conscience qu'il existe une autre façon de penser. Non, ça va rien changer. D'accord, pas de problème, c'est ton choix. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es majeur et vacciné. Ça va rien changer parce que... Parce que c'est dangereux? Non, vraiment pas. Parce que ça remet en cause quelque chose de profondément ancré en toi? Non, parce que je pense que notre droit à être sur cette terre est plus fort. Tu pensais que j'étais un naïf et que tu pouvais me dire ce que tu voulais. Mais ensuite, tu t'es rendu compte que ton interlocuteur n'était pas si ignorant que ça. Tu t'es rendu compte que je connais l'histoire de cet endroit. Alors forcément, tu te mets sur la défensive. Tu passes à l'étape suivante, comme je m'y attendais. C'est-à-dire? C'est la suite logique de ton raisonnement. Qui est? D'affirmer ton droit sur cette terre, point. Et de nier celui des Palestiniens à être ici. C'est le cœur du problème. Cette liberté que vous définissez, reste à risque d'être la liberté de quelques-uns, de ceux qui auront la force d'inventer de nouveaux modes de pensée. Non, it rests only on a conviction. Elle ne repose que sur la conviction que chaque être humain, en tant qu'être pensant, peut réfléchir aussi bien que moi et peut former son propre jugement s'il le veut. And can therefore judge for himself if he wants to. Ce que je ne sais pas, c'est comment faire naître ce désir en lui. Réfléchir, cela signifie de toujours penser de manière critique. Et penser de manière critique, cela signifie que chaque pensée sape ce qu'il y a en fait de règles rigides et de convictions générales. General convictions, etc. Everything which happens in thinking is Tout ce qui se passe lorsqu'on pense est soumis à un examen critique. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de pensée dangereuse pour la simple raison que le fait de penser est en lui-même une entreprise très dangereuse. So, how I can convince, I think non-thinking is even more dangerous. Actuellement, vos travaux tournent principalement autour de la théorie politique, de l'action et du comportement politique. Dans ce contexte, j'ai lu avec un intérêt particulier un passage de votre correspondance avec le professeur israélien Gershom Scholem. Vous écrivez, et je vous cite, que vous ne vous intéressiez ni à l'histoire ni à la politique quand vous étiez jeune. Vous avez quitté l'Allemagne en 1933 parce que vous étiez juive. Vous aviez alors 26 ans.
Cet événement est-il à l'origine de votre intérêt pour la politique ou de la fin de votre désintérêt pour la politique et l'histoire? Oui, cela va de soi. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. En 1933, on ne pouvait plus se désintéresser de la politique. Et même avant cela, ce n'était déjà plus possible. Votre désintérêt avait donc cessé plus tôt. Oui, bien sûr. Je lisais avidement les journaux, j'avais mes opinions. Je n'appartenais à aucun parti car je n'en ressentais pas le besoin. Mais dès 1931, par exemple, j'étais convaincue que les nazis allaient arriver au pouvoir. Vous souvenez-vous d'un événement précis qui permettrait de dater le début de votre intérêt pour la politique? Oui, je crois pouvoir dire que ça remonte au 27 février 1933, le soir de l'incendie du Reichstag, et aux arrestations illégales qui ont suivi dans la nuit. On les a appelées détentions de sûreté, mais ces gens ont fini dans les caves de la Gestapo ou en camp de concentration. Pour moi, le choc a été immédiat. À partir de là, on ne pouvait plus rester simple spectateur. Quand j'ai appris qu'une fois de plus, à Kiev, les gens se rassemblaient sur le Maïdan pour protester, j'ai compris que je devais m'y rendre cette fois encore, moi aussi. C'était une marche de protestation, la marche de millions de gens, provoquée surtout par l'extrême brutalité du pouvoir, y compris envers des enfants. Car ceux qui sont restés sur le Maïdan étaient principalement des jeunes, des étudiants, des contestataires. Et c'est leur sang qui a été versé. Слава Україні! Ми дорослі, прагматичні люди. При всій нашій ненависті до Януковича наша мета – не отримати його голову на тарілці, а отримати країну, в якій Януковичі, Азарови та інші тітушки неможливі. Nous pensions alors, et continuons de penser, que toute montée de violence, toute réponse violente de notre part, jouerait, aux yeux de l'opinion, en faveur du régime, et également en faveur de ceux qui le soutiennent à Moscou. Et c'est justement ce qu'ils attendent, semble-t-il.
Tout le monde avait le sentiment que notre pays se trouvait dans une impasse. On ne pouvait plus vivre ainsi. Il ne s'agissait plus de répondre à la question de l'entrée dans l'Union européenne ou dans la Fédération de Russie, mais de faire le choix de vivre comme des êtres humains. Des questions très simples se posaient. Vivre sans corruption, sans menaces, sans racket permanent de la part du gouvernement. L'expression que l'on emploie le plus souvent pour définir le sens de notre révolution, c'est la révolution de la dignité. Pour moi, c'est un processus qui s'apparente à celui de la libération. L'idéal de liberté dont parle Hannah Arendt s'apparente à notre révolution de la dignité. Car lorsque la dignité est piétinée, il ne peut plus être question de liberté. La révolution a été menée par des gens obstinés, des gens qui oubliaient leur peur, qui oubliaient les risques physiques qu'ils prenaient pour leur santé, leur vie même. Des gens qui, en fin de compte, sacrifiaient leur vie pour affirmer leur dignité et leur volonté de vivre libre. Il y a eu de terribles affrontements entre la police et les contestataires. Et beaucoup d'entre eux, environ 25 ou 30, sont morts ce jour-là. La plupart à la suite de blessures par balle. Ces affrontements se sont prolongés jusqu'au soir, à peu près jusqu'à la tombée de la nuit. Mais la police n'a pas réussi à les coincer sur le Maïdan. Pour moi, ça a été une des nuits les plus terribles de toute la révolution. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps d'analyser les résultats de la révolution pour leur donner corps et ainsi reconstruire le pays. Car quelques semaines après la fin de la révolution, a commencé une guerre qui dure encore aujourd'hui. À mon avis, Hannah Arendt a remarquablement défini la nature des régimes apparemment puissants, tels que celui qui s'est développé dans notre pays avant la Révolution. Ce régime avait un caractère totalitaire extrêmement marqué. On peut parler d'un néo-totalitarisme dont Hannah Arendt n'a peut-être pas fait l'expérience. D'abord parce qu'elle vivait dans un autre univers technologique. Elle n'a pas connu Internet, n'est-ce pas? En tout cas, il n'y avait pas de réseaux sociaux. C'est pourquoi, au fond, le totalitarisme qu'elle décrit est, pour ainsi dire, un totalitarisme classique. En 1924,
À l'université de Marbourg, j'ai fait la connaissance parmi les nouveaux étudiants d'une jeune femme exceptionnelle, Hannah Arendt. À l'époque, la grande attraction pour les étudiants en philosophie était un certain Martin Heidegger. Il n'était pas encore aussi célèbre que plus tard. Mais grâce aux bouche à oreille, on savait qu'il était une étoile montante, un futur grand nom de la philosophie contemporaine. Il a dû s'apercevoir rapidement qu'elle n'était pas une étudiante comme les autres. Ils sont très vite devenus intimes. Et cette relation, d'une façon curieuse, a perduré pendant toute l'existence d'Hannah Arendt. Février 1925. Chère mademoiselle Arendt, entre nous, tout doit être simple, clair et pur. Alors seulement nous serons dignes d'avoir eu l'honneur de nous rencontrer. Notre situation d'élève et de maître a simplement été propice à ce qui nous est arrivé. Jamais je ne pourrais prétendre que vous êtes à moi, mais vous ferez désormais partie de ma vie. Votre agitation a disparu, signe que vous avez trouvé l'essence même de votre être de jeune fille. Un jour, vous comprendrez avec gratitude, mais pas à mon endroit, qu'en venant me voir pendant ma permanence, vous avez franchi un pas décisif pour quitter un chemin tout tracé et embrasser la terrible solitude de la recherche scientifique que seul un homme peut supporter. N'allons pas imaginer une amitié entre nos deux âmes, cela n'existe pas dans l'humanité. Je ne peux et ne veux séparer votre regard loyal ou votre chère silhouette de votre confiance immaculée, de la bonté et de la pureté propre à la jeune fille que vous êtes. À vous, Martin Heidegger. Chaque fois qu'elle s'éveillait de ce long sommeil profond et peuplé de rêves, dans lequel on ne fait qu'un avec soi-même et avec ce que l'on voit en songe, elle ressentait cette même tendresse pudique et hésitante envers les choses du monde. Elle comprenait alors qu'un pan de sa propre vie s'était enfui et avait sombré en lui-même comme en sommeil. Lorsqu'elle était assaillie par les émotions simples du quotidien, il lui était impossible d'admettre l'idée ou le sentiment qu'il puisse lui advenir quelque chose de banal, un petit rien négligeable, à quoi le monde entier était habitué. Très estimé professeur Jaspers, à présent que mes études se terminent, puisque ma thèse est chez l'imprimeur, je ressens encore le besoin de vous remercier pour toute l'aide que vous m'avez apportée ces dernières années. Je vous adresse mes respectueuses salutations. Votre très dévouée Hannah Arendt. Concernant Jaspers, elle l'admettait pratiquement elle-même. Elle avait perdu son père très jeune et Jaspers avait pris sa place à bien des égards. Je crois qu'elle en avait tout à fait conscience. Plus tard, ils sont devenus simplement amis, d'excellents amis. Jaspers était l'homme à qui elle pouvait tout dire sans crainte de le vexer. Et inversement, il pouvait lui dire ce qu'il voulait. Ces deux-là n'avaient pas besoin de se ménager. Franz Kafka mourut à l'été 1924. Nous savons aujourd'hui que son univers était bien plus qu'un cauchemar.
Parti en quête de la vraie raison de son arrestation, le personnage de K, dans le procès, rencontre un aumônier de prison qui lui fait un sermon sur la grandeur cachée du système et lui conseille de cesser de chercher la vérité. Car, dit-il, on n'est pas obligé de croire que tout est vrai, il suffit de le tenir pour nécessaire. Et ainsi va le monde. K, jugeant qu'il s'agit d'une triste opinion, rétorque que cette triste opinion ferait du mensonge un ordre mondial. Le pouvoir de la machine réside dans l'apparence de nécessité d'une part et dans l'admiration que vouent les hommes à la nécessité de l'autre. Notre conscience historique se caractérise par le fait que les pires crimes de notre temps ont été commis au nom de la nécessité ou au nom d'un modèle d'avenir. Concentration camps was one of the things you found immediately necessary upon coming to power, was it not? And you set them up as a matter of necessity, as you saw it. Dinge wurden notwendig aufgrund der vorhandenen Gegnerschaft. Yes. And I assume that that is the only kind of government that you think can function in Germany under present conditions. Unter den damaligen Umständen war sie nach meiner Auffassung die einzig mögliche Form und sie hat auch gezeigt, dass Deutschland aus seinem tiefen Elend der Verarmung und Arbeitslosigkeit in kurzer Zeit zu einer verhältnismäßigen Blüte wieder gekommen war. Selbstverständlich wurde auch da und dort geschlagen und es sind Rohheitsakte verübt worden. Aber gemessen an all dem Gewesenen und an der Größe des Vorgangs ist doch diese deutsche Freiheitsrevolution die unblutigste und disziplinierteste aller bisherigen Revolutionen der Geschichte gewesen. Mein Führer, meine Kameraden, nach Ihrem Befehl, mein Führer, nach Ihnen formt sich die junge Generation unseres Volkes, weil Sie die höchste Selbstlosigkeit dieser Nation voranleben. Will auch diese Jugend selbstlos sein. Adolf Hitler, der Führer der deutschen Jugend, hat das Wort. L'ennui avec les régimes totalitaires n'est pas qu'ils manipulent le pouvoir politique d'une manière particulièrement impitoyable, mais que derrière leur politique se cache un concept entièrement nouveau, sans précédent, du pouvoir. De même que derrière leur réelle politique se trouve un concept entièrement nouveau, sans précédent, de la réalité. Deutsche Jugend, wir wollen einst keine Klassen und Stände mehr sehen. Und ihr dürft in euch schon nicht mehr groß werden lassen. Wir wollen, dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist. Und ihr müsst friedfertig sein. Le concept de la liberté pour l'étudiant allemand est à présent ramené à sa vérité. De celle-ci se déploient désormais liens et services du corps étudiant allemand. La camaraderie marque chaque individu au-delà de lui-même. Elle l'imprime en la marque d'un tout nouveau type de jeune troupe. Nous connaissons la fermeté des traits de leur visage, la clarté de leur regard droit, la façon énergique dont ils serrent la main, leur manière de vous parler sans ménagement.
Ce nouveau type de jeune, dont toute la volonté est tendue vers le savoir, est à tout moment en chemin. Pour qui voit plus loin, cet étudiant est en train de devenir travailleur. Und ich weiß, das kann nicht anders sein. Denn ihr seid Fleisch, von unserem Fleisch und Blut, von unserem Blut. Und in euren jungen Gehirn brennt derselbe Geist, der uns beherrscht. Étudiants allemands, que sans cesse grandisse en vous le courage de vous sacrifier pour sauver l'essentiel et faire s'élever la force la plus intime de notre peuple en son état. Le Führer lui-même et lui seul est la réalité allemande d'aujourd'hui et du futur, ainsi que sa loi. Heil Hitler! J'avais l'impression qu'un vide se formait autour de moi. J'évoluais dans des cercles intellectuels, mais j'avais aussi des connaissances dans d'autres milieux. Et je notais que les intellectuels avaient tendance à suivre le mouvement, contrairement aux autres. Ça, je ne l'ai jamais oublié. En quittant l'Allemagne, je n'avais qu'une pensée. Sans doute un peu exagéré. Plus jamais. Je ne m'occuperai plus jamais d'une quelconque histoire d'intellectuel. Je ne veux plus avoir affaire avec cette société. Je ne pensais d'ailleurs pas que les juifs allemands et les intellectuels juifs allemands se seraient comportés très différemment si leur situation avait été autre. Mais le plus grave, c'est que certains intellectuels y croyaient vraiment. Pendant une brève, voire très brève période pour beaucoup, ils avaient des théories concernant Hitler, parfois des théories extrêmement intéressantes. Des idées tout à fait passionnantes et complexes, d'un niveau bien supérieur aux banalités habituelles. Moi, je trouvais ça grotesque. L'ennemi est celui-là et tout un chacun qui fait planer une menace essentielle contre l'existence du peuple et de ses membres. L'ennemi peut s'être hanté, greffé sur la racine la plus intérieure de l'existence du peuple et s'opposer à l'essence propre de celui-ci, agir contre lui. Il est souvent bien plus difficile et laborieux de repérer l'ennemi en tant que tel, de le conduire à se démasquer, de ne pas se faire d'illusions sur son compte, de se tenir prêt à l'attaque, de cultiver et d'appliquer. On peut dire qu'il manifeste dans son cours, dès 1933, une intention génocidaire à l'égard du peuple juif, parce que cet ennemi antérieur greffé sur le peuple allemand, c'est d'abord et avant tout le juif assimilé. Donc ma thèse, c'est que le fond de la doctrine heideggerienne est nazi et qu'il n'est philosophe qu'en apparence. Il utilise une partie du langage philosophique pour légitimer un contenu qui n'est pas philosophique, car une doctrine raciale d'extermination, à mon avis, ne peut pas être une philosophie.
Elle ne pensait pas que Heidegger était un homme mauvais. Et quoi qu'on en dise, Heidegger n'a tué personne. Il s'est complètement fait avoir et il s'est ridiculisé. Pourtant, c'était un vrai penseur. Mais comme elle l'a dit, quand la situation devient critique, la pensée devient un phénomène. Elle entre dans le monde réel comme jugement. Il est temps alors de dire « Non, je ne ferai pas ça ». Heidegger ne l'a pas fait. Il n'a pas refusé le poste de recteur. C'est exactement ça. La banalité du mal qui suspend la pensée. Eh bien... Oui, c'est un peu le pendant de cette idée. La grève et le mouvement Occupy Central sont l'incarnation de notre action. À ceux qui nous disent que Pékin ne nous répondra pas, je réponds que si on ne se donne même pas la peine de mener une action aussi essentielle, autant attendre d'être condamné. Quant au pacifisme, c'est important dans n'importe quel mouvement, mais particulièrement à Hong Kong. Nous voulons faire passer le message suivant. Nous ne cherchons pas à obtenir les choses par la force, surtout ici, où la population sanctionnerait le moindre acte de violence par une mise à l'écart de notre organisation et de nos revendications. De plus, le gouvernement sauterait sur cette occasion pour marteler que nos actions sont illégales. Il associerait les actes et les militants. En même temps, indirectement, cela nous aiderait, car face à notre pacifisme, le gouvernement donnerait la preuve de la violence du régime et de ses structures. Cette action, ce mouvement constitue un soutien important. Pourquoi? Parce que les citoyens qui descendent protester et s'exprimer sont de moins en moins libres. Et si les militants sont restreints dans leur champ d'action ou discrédités sans raison valable, ils sont forcément déstabilisés. Cette grève fédère les Hongkongais et les pousse à exiger un régime démocratique. Je dirais même que c'est un très bon stimulant. Je pense donc poursuivre la grève demain et après-demain. Je souhaite que les citoyens comprennent ce que nous faisons sans nous prendre de haut, sans nous considérer comme des hurluberlus, car c'est vraiment désagréable. Qui peut croire que tous les étudiants sont les mafieux ou les terroristes que le camp pro-Pékin décrit? Je n'étais pas encore né lors du massacre de Tiananmen, mais nous avons vu des documentaires qui montraient que les étudiants et les intellectuels aspiraient à la liberté d'expression, à la démocratie et à l'état de droit. Ils luttaient contre la corruption. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très similaire. Nous revendiquons des droits fondamentaux. Certains nous qualifient d'idéalistes, mais des élections démocratiques ne sont que l'application pure et simple du principe d'égalité. Alors en quoi serait-elle illusoire?
להגיד לנאשם לקום. מה בכלל הייתה דעתך על כך, על ההשקפה הנאצית שצריך להרחיק את היהודים מגרמניה? In den Jahren 34, 35 hatte ich überhaupt mir noch keine Gedanken diesbezüglich gemacht. אמרת לנו שמעולם לא היית אנטישמי. Antisemit war ich nicht, nein. שקט. שקט, אני מבקש. אתה תסכים איתי שזה לכאורה פרדוקס, נציונל סוציאליסט בעל הכרה שאיננו אנטישמי בעל הכרה. Erscheint. Ja. Aber es muss nicht sein. Um jene Zeit war ich berufstätig bei der Vakuum-Ölkompanie, Interessen nachgegangen und die hießen weder Literatur noch hießen sie ähnliche geistige Angelegenheiten. Il fit de nombreux efforts pour démontrer qu'il n'avait jamais éprouvé la moindre hostilité à l'endroit de ses victimes. Si Eichmann avait été un peu moins pudique ou l'interrogatoire de police un peu moins discret, son absence de préjugés se serait révélée sous un autre jour encore. Il semble en effet qu'à Vienne, où il organisa avec un si remarquable succès l'émigration forcée des Juifs, il avait une maîtresse juive, une vieille amie de Linz. Und was Sie Idealismus nennen, Sie nennen sich ein Idealist, auch für jene Zeit. Jawohl. Ich verstand darunter, dem gepredigten Nationalismus anzuhängen und als Nationalist gemäß meinem Eid meine Pflicht zu tun. Ja, ja. Das verstand ich darunter. Ja. Und es ist mir heute klar, dass jeder Nationalismus in seiner überspitzten Form zum krassen Egoismus führt und von dort aus ist es zum Radikalismus nicht mehr sehr weit. On découvrait en lui un idéaliste. D'après les catégories d'Eichmann, un idéaliste n'était pas simplement un homme qui croyait en une idée. Un idéaliste était un homme qui vivait pour son idée et qui était prêt à tout sacrifier, et notamment tout le monde, à cette idée. Plus on l'écoutait, plus on se rendait à l'évidence que son incapacité à parler était étroitement liée à son incapacité à penser notamment du point de vue de quelqu'un d'autre. Et cette société allemande, qui comptait 80 millions d'âmes, s'était défendue elle aussi contre la réalité et contre les faits, avec exactement les mêmes moyens, la même automystification, les mensonges et la stupidité qui étaient maintenant enracinés dans l'esprit d'Eichmann.
Ayant quitté une Allemagne très sombre, elle est arrivée aux États-Unis où elle a découvert le pluralisme et la diversité. Elle a vu des choses complètement nouvelles pour elle, notamment le mélange, les différentes nationalités, et elle a adoré. Bien sûr, elle a un peu idéalisé la situation, mais elle en a compris les principes politiques sous-jacents. Le fait que nous soyons pluriels est une condition de la liberté de l'homme, tout comme notre capacité de penser et d'agir. Étant humains, nous sommes capables de pensée et d'action spontanées. Et aujourd'hui encore, je suis d'accord avec ça. Le moment décisif est venu le jour où nous avons appris l'existence d'Auschwitz. C'était en 1943. D'abord, nous n'y avons pas cru. 6 mois plus tard, il a fallu se rendre à l'évidence. Nous avions des preuves. Ça a été un très grand choc. Auschwitz n'aurait pas dû exister. Nous n'arrivons toujours pas à surmonter ce qui s'est passé là-bas. D'autres choses sont arrivées à l'époque. La vie était dure, on était très pauvres, persécutés, on devait fuir et vivre d'expédients. C'était comme ça. Cependant, nous étions jeunes, et tout cela avait même parfois un côté amusant, il faut l'avouer. Mais à Auschwitz, non. C'était différent. Je pouvais faire face à tout le reste, mais pas à ça. Le monde du mourir, où l'on enseigne aux hommes qu'ils sont superflus, où le travail ne produit rien, est une usine à fabriquer quotidiennement de l'absurde. Pourtant, dans le cadre de l'idéologie totalitaire, rien ne pourrait être plus sensé ni logique. Si les détenus sont de la vermine, il est logique qu'on doive les tuer avec des gaz toxiques. S'ils sont dégénérés, on ne doit pas les laisser contaminer la population. S'ils ont des âmes d'esclaves, personne ne doit perdre son temps à les rééduquer. C'est principalement au nom d'une complète cohérence que le totalitarisme doit nécessairement détruire toute trace de ce qu'il est convenu d'appeler la dignité humaine. Car le respect de la dignité humaine implique que l'on reconnaisse les autres hommes ou les autres nations au même titre que soi-même, comme des sujets. Je voudrais revenir à Eichmann et au rôle joué par la bureaucratie dans les meurtres de masse. Qu'est-ce que cela signifie pour l'individu d'être partie prenante d'un appareil bureaucratique? Dans quelle mesure est-ce que la conscience de commettre des actes illicites se volatilise dans une telle organisation? C'est un criminel d'un nouveau type, je suis d'accord avec vous. Quand on parle d'un criminel, on imagine quelqu'un qui agit selon des mobiles criminels. Mais si on se penche un peu sur le personnage, on voit que ce n'était pas du tout le cas d'Eichmann. Lui, il voulait participer. Il voulait dire « nous ».
Et cette aspiration était amplement suffisante pour rendre possible les pires crimes de l'histoire. Il avait pourtant le choix, celui de ne pas participer et de dire « Non, merci, je ne tremperai pas là-dedans. Je ne mets pas ma vie en jeu. J'essaie de m'échapper et de gagner l'autre camp. N'est-ce pas? Mais je ne participe pas. Et si on me contraint à collaborer, je me suiciderai. » Je dirais que la vraie perversion de l'action réside dans la notion de fonctionnement. Eichmann retirait un plaisir évident de ce pur fonctionnement du système. Je ne crois pas qu'il nourrissait des rêves de pouvoir. C'était l'archétype du fonctionnaire. Et un fonctionnaire, quand il n'est vraiment rien d'autre que ça, est une personne très dangereuse. Mais certains fonctionnaires ont eu des scrupules. Müller sagte mir, in Minsk werden die Juden verschossen. Ich möchte nicht haben, das was ich will. Daraufhin bin ich nach Minsk gefahren. Als ich hinkam, sah ich aber gerade noch, wie junge Schützen hier in eine Grube schossen, nur gesehen habe, ohne Gedanken, ohne mir irgendwelche Gedanken zu machen. Ich habe nur gesehen, weiter nichts. Schossen hinein und ich sehe noch eine Frau, Arme nach rückwärts und dann sind auch mir die Knie abgewandelt und ich bin weg. Das war für mich auch ungeheuerlich. Ich bin keine so robuste Natur, die, sagen wir mal, ohne irgendwelche Reagenz irgendetwas über sich, in dieser Art über sich ergehen lassen kann. Wenn ich heute eine krachende Schnittwunde bei einem Menschen sehe, dann kann ich nicht zusehen. Ich gehöre zu dieser Kategorie von Menschen. Sodass man mir oft sagt, ich hätte kein Arzt werden dürfen. Ich komme hin, besuche dort die Staatspolizeistelle und sage ich, wie kann man denn einfach da hier hineinknallen auf eine Frau und auf Kinder? Wie ist denn das möglich, sage ich. Das ist keine. Die Leute müssen ja entweder wahnsinnig werden oder sie werden Sadisten, unsere eigenen Leute. J'ai vu un film tiré de son livre « Eichmann à Jérusalem ». C'est le portrait du parfait bureaucrate qui se contente de gérer les allées et venues des trains, mais qui refuse toute responsabilité concernant les atrocités commises et l'extermination en masse des Juifs. Il dit « Ma responsabilité s'arrête là, j'ai fait mon travail, je l'ai bien fait et j'en suis fier. Pour moi, il y a un lien évident avec la façon dont nous travaillons à l'intérieur du système économique. Chacun accomplit une tâche spécifique qui contribue à un tout. Mais nous sommes incapables au quotidien d'avoir une vue d'ensemble ou d'assumer une quelconque responsabilité pour les autres composantes. D'une certaine façon, c'est très angoissant. Ça va au-delà du seul portrait d'Eichmann. Ça renvoie à quelque chose de bien plus vaste, auquel nous tendons de façon innée, et qui vient pour beaucoup d'une culture d'obéissance. Ce soir, on organise ce qu'on appelle une manif-action. On appelle au rassemblement et les gens répondent présents et se réunissent pour essayer de perturber un peu la paix sociale et de faire passer un message.
Je me demande comment Hannah Arendt verrait la situation actuelle. L'austérité est avant tout une préoccupation économique. S'il y a autant de gens qui se mobilisent, c'est parce que ça fait écho à leurs inquiétudes quotidiennes. Est-ce que je vais pouvoir manger? Il faut que j'aille travailler. J'ai peur pour ma retraite, etc. Je ne suis pas sûr du regard que porterait Arendt sur tout ça. Selon elle, il faut se défaire des nécessités pour être libre. Je crois qu'elle verrait ces manifestations anti-austérité comme un exemple de plus de l'aliénation que nous vivons dans notre société postmoderne. En ce moment, je me reconnais vraiment dans les idées d'Hannah Arendt, et surtout dans sa conception de la responsabilité morale de l'action. Elle ne voit pas la politique comme on la conçoit généralement, c'est-à-dire comme un équilibre entre ceux qui donnent des ordres et ceux qui obéissent. L'esprit de désobéissance naît de votre jugement moral d'adulte, qui vous dit que quelque chose ne tourne pas rond dans la société et vous incite à résister. C'est là que commence la violence. Quand vous refusez de donner votre consentement et que le gouvernement vous envoie les forces armées. Mais la désobéissance morale est la clé du progrès. C'est grâce à elle que les forces populaires se sont assemblées de tout temps pour exiger de meilleures conditions de vie, une plus grande égalité, une meilleure paix sociale et bien d'autres choses. Partout où des hommes forment une communauté, quelle que soit sa taille, un intérêt public émerge. De tout temps. Le domaine public apparaît. On le voit très nettement aux États-Unis, où il existe beaucoup de rassemblements spontanés qui se font et se défont. Ces associations, dont parlait déjà Tocqueville, dès qu'apparaît une question publique qui concerne un ensemble de personnes données, un quartier, un immeuble, une ville ou tout autre groupe, les gens se rassemblent et sont tout à fait en mesure de porter la question sur la place publique. L'aspect qui me passionne le plus chez Hannah Arendt est sans doute sa conception du politique, ou de la politique, de l'action politique, qui est toujours liée chez elle à une action collective, au pluralisme et à la réciprocité, ainsi qu'à l'idée de liberté. Ce n'est pas une liberté à la sauce libérale, qui reposerait sur des droits individuels et sur l'idée d'une liberté privée, limitée à ce que l'on fait chez soi. Pour Arendt, la liberté repose sur le public, le politique et l'action commune. Ce qui est intéressant dans sa vision du pouvoir, c'est le fait que le pouvoir vienne de l'action politique et collective. Il ne peut pas être aux mains d'une seule personne. L'individu peut employer la force ou la violence, mais il ne peut pas exercer le pouvoir. Je crois que l'un des aspects importants que l'on relève rarement dans l'œuvre de Arendt est la domestication de la violence. Comme elle l'écrit, et c'est très important pour moi qui travaille sur la question de la non-violence, la violence est antipolitique. Dans son essai « Du mensonge à la violence », elle postule qu'on ne peut pas exercer un pouvoir partagé dans un contexte de violence, qu'on ne peut pas créer un monde commun. La violence détruit par essence toute capacité d'action, toute possibilité de reconstruire quelque chose et de prendre un nouveau départ. Décembre 1945.
Très chère Hannah Arendt, j'ai eu les larmes aux yeux en lisant votre lettre car j'ai senti combien votre esprit d'humanité était rare. Ceux qui cherchent ensemble des voies nouvelles ne doivent pas être trop peu nombreux, mais quelques-uns suffisent à donner confiance. Vous seriez surprise si vous veniez ici, dans notre appartement. Les mêmes pièces, comme si rien ne s'était passé. Vous pourriez vous asseoir à nouveau sur la chaise de mon bureau, comme vous en aviez coutume lorsque vous prépariez votre thèse. Et pourtant, tout est différent. Tout n'est qu'une simple persistance fantomatique du passé, dans un monde métamorphosé. Très sincèrement vôtre, Karl Jaspers. Will you explain to the tribunal why you believe that the type of execution ordered by you was preferable to the shooting in the neck? Auf der einen Seite sollte damit erreicht werden, dass die einzelnen Führer und Männer auf militärische Weise durch Befehl die Hinrichtung vollziehen konnten und daher keinen eigenen Entschluss zu fassen brauchten, sondern lediglich auf Befehl, auch äußerlich handelten. Zum anderen war mir bekannt, dass bei den Einzelhinrichtungen durch seelische Erregungen sich Misshandlungen nicht vermeiden ließen, da die Opfer zu früh von ihrer Hinrichtung erfuhren und daher nervenmäßig einer längeren Belastung nicht standhielten. Ebenso erschien es mir unerträglich, dass einzelne Führer und Männer diese Weise gezwungen wurden, in eigenem Entschluss eine große Zahl von Tötungen vorzunehmen. Cher Karl Jaspers, si j'étais assise sur cette chaise, je pourrais sans doute vous en raconter un peu plus. Je suis remariée depuis 9 ans avec un Allemand. Vous le voyez, je ne suis en rien devenue respectable. Si j'avais souhaité le devenir, j'aurais dû soit me désintéresser des questions juives, soit épouser un non-juif. Ces deux perspectives me paraissaient également inhumaines. Ces hommes devenus des assassins retenaient seulement l'idée qu'ils étaient engagés dans quelque chose d'historique, de grandiose, d'unique. C'était important, car les assassins n'étaient pas des tueurs ou des sadiques par nature. Le problème était donc de faire taire moins la conscience que cette pitié animale que ressent un homme normal en présence de la souffrance physique. Himmler avait trouvé un truc très simple et sans doute très efficace. Il s'agissait de retourner, pour ainsi dire, ses instincts en les dirigeant vers soi. Ainsi, au lieu de dire « Quelles horribles choses j'ai faites aux gens », les assassins devaient pouvoir dire « À quelles horribles choses j'ai dû assister dans l'accomplissement de mon devoir, comme cette tâche a pesé lourd sur mes épaules. » Face à la mobilisation totale, le besoin humain de justice est tenu en échec. Là où tous sont coupables, personne ne peut au fond juger autrui. Car il manque à cette culpabilité jusqu'à l'apparence, jusqu'au simple masque de la responsabilité.
La culpabilité implique la conscience de la culpabilité, et le châtiment manifeste que le criminel est une personne coupable. Un correspondant américain a décrit ce qu'il en est de cette conscience dans une histoire où le dialogue est digne de l'imagination et du talent d'un grand poète. Question. A-t-on tué des gens dans le camp? Réponse. Oui. Question. Les a-t-on enterrés vivants? Réponse. C'est arrivé quelquefois. Question. Avez-vous aidé personnellement à tuer ces gens? Réponse. Pas du tout. J'étais seulement trésorier du camp. Question. Quels effets vous faisaient ces agissements? Réponse. C'était dur au début, mais nous nous y sommes habitués. Question. Savez-vous que les Russes vont vous pendre? Réponse. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai qu'il n'a rien fait. Il n'a fait qu'exécuter des ordres. Et depuis quand est-ce un crime d'exécuter des ordres? Depuis quand est-ce une vertu de se révolter? Depuis quand ne peut-on être honnête qu'en allant à une mort certaine? Qu'a-t-il donc fait? Les gens s'accrochent à des idées reçues. Ils sont convaincus, de par leur éducation ou d'autres influences, qu'il n'y a qu'un côté légitime dans ce conflit. De là à nier la légitimité d'une autre communauté, la légitimité collective et même individuelle, il n'y a qu'un pas. C'est très facile quand on est convaincu de son bon droit de dire qu'on ne porte préjudice à personne. Pourquoi on ne porte préjudice à personne? Tout simplement parce que l'autre n'existe pas. Ou plutôt, il existe, mais il n'a aucune légitimité. Et si l'autre n'a pas de légitimité, je ne peux pas commettre de faute envers lui. Je ne commets aucune faute. Il n'y a pas de faute. S'il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de faute. Et s'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de dommages collatéraux. Il n'y a pas de victimes dans cette affaire, car les victimes ne sont pas de vraies victimes. C'est très facile d'être colon. Pas besoin d'être méchant ou d'avoir des pulsions violentes. Pas besoin de sortir de l'ordinaire ou d'être sadique. Pas du tout. Parce que la réalité, c'est ce qu'on en fait. On vit dans un monde où chacun peut se raconter une histoire qui lui semble plausible et y croire. Notre responsabilité aujourd'hui, à mon sens, à l'égard de cet endroit et des gens qui y habitent, c'est de prendre du recul. Regarder en arrière, voir ce qui a été fait pendant un siècle et se demander où aller à partir de ça. Il est écrit dans la Bible, « Ne reste pas immobile devant le sang de ton prochain ». En d'autres termes, si quelqu'un est témoin d'un crime, il doit intervenir, il doit prendre position. Chacun de nous doit réagir face à la malveillance. Pour moi, la désobéissance civile est essentielle. C'est un principe sacré qui doit exister dans le régime politique d'une société démocratique. D'une société tout court. Quand quelqu'un dit qu'il refuse d'être partie prenante de ce qui se passe, à mes yeux, c'est un moment sacré. Quand quelqu'un dit « ce n'est pas qui je suis, ça va à l'encontre de mes convictions les plus profondes », je ne pourrai plus vivre en paix avec moi-même si je fais ça. Et donc, en ce qui me concerne, servir dans l'armée israélienne aujourd'hui, je parle de l'armée israélienne actuelle, pas de toutes les armées, je ne suis pas pacifiste. Mais si on me demandait de servir dans l'armée israélienne aujourd'hui, l'armée qui cautionne tout ce qui se passe ici, ce serait hors de question. Non.
Elle paraissait très seule sur la fin de sa vie, surtout après la mort de son mari. Elle semblait avoir 160 ans, on aurait dit un de ces prophètes de la Bible hébraïque. Et son visage, sur les dernières photos, on prend la mesure de la vie qu'elle a menée. Ses traits sont marqués. C'était une exilée. Elle avait fui l'Allemagne, vécu en France, puis aux États-Unis, où elle s'était sentie chez elle. Après son livre sur Eichmann, elle avait été, pour ainsi dire, excommuniée des communautés juives d'Amérique, d'Europe et d'Israël. Et les hommes de sa vie l'avaient tous trahi, y compris son mari qu'elle aimait tant. S'il est si difficile, même confronté à son existence factuelle, d'appréhender ce qu'est le mal, c'est parce qu'il semble lié à l'invention d'un système dans lequel l'homme devient superflu. Le danger des fabriques de cadavres et des oubliettes consiste en ceci. Aujourd'hui, des masses de gens en sont constamment réduites à devenir superflus. Les événements politiques, sociaux et économiques sont partout tacitement de mèche avec la machinerie totalitaire, élaborée à dessein de rendre les hommes superflus. Les nazis et les bolcheviks peuvent en être sûrs. Leurs entreprises d'anéantissement attirent autant qu'elles mettent en garde. Les solutions totalitaires peuvent fort bien survivre à la chute des régimes totalitaires. Je suis très impressionnée par la façon dont Hannah Arendt s'efforce de saisir un état universel de l'être humain, en quelque sorte. Elle étudie les qualités et les caractéristiques fondamentales de l'humain et la façon dont elles se manifestent dans les structures de la vie en société. C'est lié à son idée selon laquelle il faut aimer le monde. Nous vivons dans un monde où il faut absolument trouver notre place, parce que c'est le seul moyen que nous ayons. Et nous devons faire en sorte que les générations à venir aient, elles aussi, la possibilité d'y trouver leur place. Je ne crois pas qu'elle s'intéressait beaucoup à la fin, mais bien davantage aux moyens. Elle disait qu'il était toujours possible de recommencer, car l'humain a la capacité de donner la vie et de permettre sans cesse de nouveaux départs.